Il existe un moment étrange dans la vie où quelque chose change silencieusement en nous. Un jour, sans prévenir, on se rend compte que l'amour ne nous traverse plus comme avant. Le cœur ne s'emballe plus comme autrefois. Ce fameux frisson dans le ventre disparaît. Ces scènes qui, jadis, semblaient inoubliables, ne provoquent plus la même vibration. On regarde en arrière et on se dit « J'aurais juré que je n'oublierai jamais cela ». Et pourtant, à l'intérieur, tout est plus calme. Certains appellent à cela vieillir. D'autres parlent d'épuisement émotionnel. Les plus amers diront que c'est devenir froid, endurci. Mais, et si ce n'était rien de tout cela? Et si cette absence de feu d'artifice n'était pas un défaut, mais le signe d'une transformation intérieure? Et si ne plus tomber amoureux comme avant n'était pas une perte, mais une nouvelle étape de l'âme? Il y a quelque chose de profondément déstabilisant dans le fait de ne plus tomber amoureux comme autrefois. Non pas parce qu'on a décidé de ne plus jamais aimer, mais parce que simplement, cela ne vient plus. On rencontre des personnes intéressantes, belles, intelligentes, disponibles, alignées avec nos valeurs sur le papier. Et pourtant, le cœur reste tranquille. L'esprit reconnaît, cette personne est formidable. Mais l'âme ne s'emballe pas. Elle reste là, calme, silencieuse, observatrice. Et c'est là que commencent les doutes les plus tenaces. Est-ce que j'ai fermé mon cœur? Suis-je devenu insensible? Est-ce que j'ai désappris à aimer? Y a-t-il quelque chose de cassé en moi? Puis une autre hypothèse surgit, encore plus troublante. Et si j'avais changé au point de ne plus confondre le manque avec l'amour? Et si j'avais cessé d'appeler passion ce qui n'était que de la carencia? Et si j'avais mûri au point de ne plus confondre intensité et véritable connexion? Dans notre culture, la passion est glorifiée. Elle est considérée comme la preuve ultime qu'on est vivant, jeune, désirable. Les films, les chansons, les séries, tout répète la même idée. S'il n'y a pas de drame, pas de souffrance, pas de vertige permanent, alors ce n'est pas de l'amour. Et quand cette intensité s'éteint, on panique. On se demande ce qu'on a perdu, ce qui s'est brisé en nous, où, quand, comment le cœur s'est endurci. On se pose rarement la question la plus radicale. Et si ce que tu appelles « ne plus aimer » était en réalité le commencement du véritable amour? Et si ce que tu as longtemps appelé amour n'était qu'un jeu d'ombre, un mélange d'attentes, de blessures anciennes, de besoin d'être vu, de peur de la solitude, le tout projeté sur une personne que souvent tu n'as même pas vraiment vue? Carl Jung a compris cela avec une lucidité bouleversante. Pour lui, l'amour romantique, surtout dans ses premières phases, n'est pas une rencontre mature entre deux âmes conscientes. C'est bien plus souvent la collision de deux inconscients cherchant à se compléter. Quand tu t'éprends follement de quelqu'un, tu ne vois presque jamais la personne telle qu'elle est réellement. Tu vois ce qu'elle réveille en toi, ce qu'elle semble promettre de guérir, ce qu'elle paraît incarner de cette part de toi que tu as perdue au fil du chemin. Jung disait qu'en tombant amoureux, nous projetons sur l'autre des fragments entiers de notre psyché refoulée. C'est comme si nous prenions des morceaux de notre monde intérieur et que nous les collions sur le visage de quelqu'un. Puis nous nous mettions à traiter cette personne comme si elle était l'incarnation vivante de tout ce qui nous manque. Il appelait certaines de ses forces intérieures l'anima et l'animus. De façon simple, l'anima serait le principe féminin à l'intérieur de l'homme et l'animus, le principe masculin à l'intérieur de la femme. Il ne s'agit pas de genre biologique, mais d'images internes, de qualités psychiques, sensibilité, intuition, douceur, force, rationalité, protection, détermination. Des traits que, par éducation, par culture ou par douleur, nous avons appris à bannir de nous-mêmes et que nous partons ensuite chercher inconsciemment à l'extérieur. Imagine un homme qui, depuis l'enfance, a appris que la sensibilité est une faiblesse, que pleurer est une honte, que montrer sa vulnérabilité, c'est perdre le respect des autres. Alors il rejette tout ce qui est délicat, intuitif, émotionnel en lui. Ces qualités ne disparaissent pas. Elles descendent dans l'inconscient. Elles prennent la forme d'une femme idéale symbolique, portant tout ce qu'il ne s'est jamais autorisé à être.
Plus tard, lorsqu'il rencontre une femme qui, sans même le savoir, incarne un peu cette énergie enfouie, sensible, profonde, intuitive, accueillante, il ressent un choc immense. C'est elle. Elle n'a rien à voir avec les autres. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Mais très souvent, ce qu'il aime n'est pas vraiment cette femme réelle, avec son histoire, ses limites, ses contradictions. Ce qu'il aime, c'est la part féminine de sa propre âme qu'il n'a jamais pu intégrer. Il est fasciné par quelque chose qui, en réalité, lui appartenait déjà, mais qui avait été exilé dans son inconscient. De l'autre côté, imagine une femme qui a grandi en entendant qu'elle devait être gentille, agréable, discrète, qu'elle ne devait pas trop se positionner. Comme une vraie femme se moule, s'adapte, cède. Elle apprend à cacher sa propre force, son courage, sa capacité à décider, à affirmer sa présence, à se protéger elle-même. Tout cela est également repoussé dans l'inconscient et se cristallise en une image idéale du masculin intérieur, un animus fort, stable, protecteur, assuré. Plus tard, cette femme rencontre un homme qui semble porter tout cela. Il est décidé, confiant, intense. Il a de la présence, de la voix. Il prend de la place. Elle ressent une attraction presque hypnotique. Il est exactement ce qu'il me fallait. C'est l'homme de ma vie. Mais bien souvent, ce qu'elle aime n'est pas exactement cet homme réel. C'est l'image de son masculin intérieur qu'elle n'a jamais osé incarner elle-même. La force qu'elle pourrait développer, mais qu'elle n'a pas encore reconnue. C'est pour cela que l'amour romantique, dans ses débuts, peut être si bouleversant, et devenir ensuite si douloureux lorsque la réalité se montre. Parce qu'au fond, on ne tombe pas amoureux d'une personne, on tombe amoureux de ce qu'on a projeté sur elle, d'une promesse, d'une fantaisie inconsciente de complétude. C'est un mirage magnifique, intense, poétique, mais par définition, instable. Tôt ou tard, la projection commence à se fissurer. L'autre échappe au rôle que tu avais écrit dans ta tête. Les contradictions apparaissent, les limites, les zones d'ombre, l'humanité réelle. Et tu te dis alors, il a changé, elle n'est plus la même, l'amour est mort. Dans la vision de Jung, c'est précisément là que commence le vrai travail. Il disait que la fin de la projection est le début de la conscience. C'est le moment où tu retires de l'autre ce qui ne lui a jamais appartenu et où, pour la première fois, tu peux voir avec un peu plus de clarté. Si tu arrives à traverser cette désillusion sans fuir, si au lieu de courir vers une nouvelle passion, tu acceptes de regarder en toi, quelque chose de profond peut se produire. Tu commences à comprendre que cette moitié tant recherchée n'a jamais été une moitié de toi, que l'autre n'est pas la pièce manquante de ton puzzle intérieur, que tout ce que tu cherchais désespérément à l'extérieur, validation, sécurité, admiration, espace pour être toi-même, existe aussi en puissance en toi, oublié, enfoui, mais bien présent. Cela ne signifie pas que tu devrais vivre seul pour toujours, ni que tu n'as besoin de personne, au sens froid ou défensif. Cela veut seulement dire que lorsque tu commences à intégrer ce que tu projetais, l'amour cesse d'être une course pour trouver quelqu'un qui te complète, et devient peu à peu une rencontre entre deux êtres qui ont découvert qu'ils étaient déjà entiers. C'est pourquoi, avec le temps, tu peux sentir que tu ne tombes plus amoureux comme avant. Et cela n'est pas un signe de fermeture. C'est peut-être un signe d'éveil. Avant, il suffisait que quelqu'un touche le point exact de ton vide pour que tu appelles cela destin. Il suffisait que quelqu'un incarne ta carence pour que tu appelles cela âme sœur. Aujourd'hui, ton cœur ne se jette plus dans n'importe quelle intensité. Il observe davantage. Il ressent. Mais il discerne aussi. Il commence à distinguer le feu du phare, le manque du choix, l'explosion chimique de la véritable présence. Pendant de nombreuses années, aimer a pu ressembler à une quête, une course silencieuse derrière quelqu'un censé réparer en toi ce que tu croyais être un défaut. Quelqu'un qui te ferait te sentir suffisamment spécial pour que, enfin, tu puisses te reposer en toi-même. Mais il arrive un moment rare où cette quête commence à perdre de sa force. Non pas parce que tu as renoncé à l'amour, mais parce qu'un autre mouvement plus discret a commencé à naître à l'intérieur de toi.
Jung appelait ce mouvement l'individuation, un processus long, parfois douloureux, de retour à soi, où tu apprends peu à peu à reconnaître, accueillir et réunifier les parties de ton histoire que tu avais reléguées au sous-sol de ta conscience. À mesure que ce processus avance, quelque chose de très profond se produit. Tu commences à sentir que cette urgence de avoir besoin de quelqu'un s'atténue. Tu continues d'aimer la compagnie, de désirer être vu, touché, aimé, mais tu n'es plus prêt à t'abandonner pour obtenir cela. Et c'est souvent à cette étape qu'apparaît cette sensation étrange. Je ne tombe plus amoureux. Je rencontre des gens formidables, mais rien ne me fait vaciller. Et si cela, au lieu d'être un problème, était le signe que tu ne tombes plus aussi facilement dans tes projections? Et si au lieu d'une perte, c'était un indicateur que ton cœur apprend à aimer autrement? Non plus comme une chute, mais comme un choix, non plus comme une fuite de toi-même, mais comme une extension de ce que tu es déjà. Dans la prochaine partie, nous approfondirons ce point. Nous explorerons cette transition de l'amour comme manque vers l'amour comme abondance, de la passion qui consume vers la présence qui soutient, et comment ce « je ne tombe plus amoureux » peut en réalité être le début d'une forme d'amour bien plus consciente. Lorsque le processus d'individuation commence à prendre racine en toi, beaucoup de choses changent sans faire de bruit. À l'extérieur, ta vie peut sembler la même. Tu travailles, étudies, discutes avec des amis, regardes des séries, postes des stories, mais à l'intérieur, ta manière de te relier à l'amour commence à se réorganiser en silence. Autrefois, l'amour ressemblait à une quête, une course secrète pour trouver quelqu'un capable de combler un vide que tu n'arrivais même pas à définir. Tu regardais le monde en pensant, quelque part, il doit exister la bonne personne, celle qui va enfin me faire sentir entier. Tu projetais sur l'autre tout ce que tu croyais ne pas avoir en toi. Courage, sécurité, douceur, stabilité, liberté, intensité, calme. Et tu confondais cette projection avec une connexion instantanée. Aujourd'hui, quelque chose de différent commence à se produire. Ton énergie n'est plus aussi tournée vers l'extérieur. Tu commences à rassembler des morceaux de toi restés dispersés dans d'anciennes histoires, anciens amours, anciennes blessures. Tu te surprends à passer plus de temps avec toi-même. Non comme une punition, mais comme un retour. Tu t'écoutes davantage. Tu observes tes cycles, tes déclencheurs, tes excès, tes fuites. Et, peu à peu, tu récupères en toi ce que tu avais toujours cherché dans le regard de quelqu'un. Un peu d'accueil, un peu de fermeté, un peu de douceur, un peu de limite. C'est cela que Jung appelait l'intégration. Lorsqu'anima et animus, ces principes intérieurs, cessent d'être de simples figures idéalisées que tu projettes sur les autres et deviennent des qualités que tu éveilles en toi, tu découvres que tu peux être plus tendre envers toi-même, plus ferme dans tes décisions, capable de te défendre lorsque l'on te manque de respect, que tu possèdes une douceur qui n'a pas besoin d'être quémandée ni achetée. Et à mesure que tu te reconnais, quelque chose d'essentiel se produit. Tu cesses de traiter l'autre comme un réservoir pour tes manques. Tu commences à le voir comme un être réel, avec lumière et ombre, avec force et fragilité, avec beauté et contradiction. C'est ici que l'expérience du « je ne tombe plus amoureux comme avant » devient plus compréhensible. Ce n'est pas que tu as perdu ta capacité à sentir, c'est que tu ne te perds plus aussi facilement. Autrefois, aimer ressemblait presque à un évanouissement émotionnel. Tu disparaissais, tu plongeais, tu te dissolvais. Et quand tu ouvrais les yeux, tu étais déjà en train de traîner ta propre dignité pour garder une histoire vivante. Aujourd'hui, aimer ressemble davantage à être éveillé. Tu ressens, tu t'intéresses, tu t'approches, mais tu restes présent à toi-même. Tu ne t'abandonnes plus au premier feu qui apparaît. Imagine que pendant longtemps, tu te voyais comme un demi-puzzle. Il manquait des pièces, il manquait des couleurs, il manquait une forme. Tu regardais l'autre comme quelqu'un qui pouvait t'apporter les morceaux que tu avais perdus. Peut-être qu'il apportera mon courage. Peut-être qu'elle me rendra enfin ma valeur. Peut-être qu'avec cette personne, je pourrais enfin me sentir entier. Alors tu courais, tu collais, tu t'adaptais, tu te pliais, tu essayais de faire entrer l'autre en toi, coûte que coûte, et lorsqu'il partait, tu avais l'impression qu'il emportait avec lui des fragments de ton âme. Mais avec le temps,
Avec la thérapie, les réflexions, les chutes, les silences, les longues nuits, tu as commencé à ramasser, un par un, les morceaux éparpillés de toi-même. Tu t'es souvenu de dons que tu avais oubliés, de forces que tu avais minimisées, de sensibilités que tu avais appelées faiblesses. Peu à peu, une image est apparue dans le miroir. Un visage complet, pas parfait, marqué par des peurs, des cicatrices, des histoires. Mais ton visage, reconnaissable, habité, quand ce visage intérieur commence à se reformer, tu ne pars plus dans le monde en demandant à quelqu'un de te compléter. Tu t'approches pour partager, et cela change radicalement la façon dont tu ressens l'attirance. Tu ne tombes plus autant pour ceux qui ne font qu'effleurer ton vide. Tu te sens attiré par ceux qui résonnent avec ton intégrité, par ceux qui respectent ce que tu as reconstruit, par ceux qui ne cherchent ni à te sauver, ni à te détruire, mais à marcher à tes côtés. Alors oui, c'est vrai, quand ce mouvement intérieur commence, moins de personnes éveillent ton intérêt. Ce n'est pas parce que tu es devenu trop exigeant, ni parce que tu es froid, cassé ou incapable d'aimer. C'est simplement que tu n'as plus ce trou béant appelant n'importe quelle présence pour le remplir. Autrefois, il suffisait que quelqu'un t'offre un peu d'attention mêlée d'instabilité, de jeu émotionnel, d'intensité irrégulière, et tout ton système s'enflammait. Cœur qui s'accélère, pensées obsessionnelles, drama, et tu te disais « ça doit être de l'amour, je n'ai jamais rien ressenti d'aussi fort ». Aujourd'hui, une partie de toi regarde et pense « ce film, je l'ai déjà vu. Je connais cette turbulence. Je sais ce qui arrive quand j'ignore ces signes. » Tu ressens la chimie, mais ce n'est plus suffisant pour te persuader. L'attirance seule ne vaut plus le prix de ta paix. De l'extérieur, cela peut sembler un manque de passion. Mais à l'intérieur, c'est du discernement émotionnel. Beaucoup autour de toi, te voyant plus sélectif, plus calme, plus attentif, peuvent dire « tu es devenu froid, tu réfléchis trop, tu ne t'abandonnes plus comme avant. » Mais toi, tu sais ce que t'a coûté cet abandon. Tu sais ce que c'était de te perdre dans des passions qui brûlèrent fort mais s'effondraient dès que la vie devenait réelle. Tu sais combien tu as dû te reconstruire après avoir confondu le chaos avec la profondeur. Peut-être que maintenant ton cœur n'a plus envie de feu d'artifice émotionnel. Peut-être qu'il cherche enfin une lumière stable. Et ici, je veux t'inviter à quelque chose, mais avec intention. Si, à un moment, en m'écoutant, une partie de ton histoire est revenue. Si tu as pensé à une ancienne passion, à quelqu'un que tu croyais être le grand amour et que tu vois aujourd'hui autrement. Si tu t'es rendu compte que tu as changé, que tu ne tombes plus dans les mêmes pièges, alors, avant de continuer, fais une chose, laisse un like sur cette vidéo. Mais pas comme un geste automatique, fais-en un petit rituel intérieur, comme si tu te disais à toi-même « Je reconnais le chemin que j'ai parcouru, j'honore le prix que j'ai payé pour arriver ici, je choisis de continuer à maturer ma manière d'aimer. » De l'extérieur, ce simple clic est un algorithme, mais à l'intérieur, il peut être un symbole. Le symbole que tu choisis de te relier à l'amour de manière plus consciente, et si à un moment tu as eu envie de pleurer, ou si tu as pensé « Mon Dieu, c'est moi », alors écris quelque chose dans les commentaires. Tu n'as pas besoin de donner de nom ni de détails. Une phrase suffit, une sensation, une prise de conscience. Parfois, lire ton histoire est exactement ce qu'une autre personne a besoin pour comprendre qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas la seule dont le cœur est devenu silencieux après tant de tempêtes, qu'elle n'est pas la seule à avoir peur de ne plus jamais aimer, tout en ne supportant plus d'aimer mal. Revenons. Quand tu commences à ressentir cette étrange paix, ce peu importe face à un type de romance qui autrefois t'embrasait, il est facile de confondre cela avec de l'indifférence, mais ce n'est souvent pas de l'indifférence. C'est simplement le cœur qui sort du rôle de mendiant et qui entre dans le rôle de gardien. Autrefois, n'importe quelle miette d'affection te semblait un festin. N'importe quel message à minuit te semblait une preuve que « il a pensé à moi ». N'importe quel petit geste suffisait à te faire rouvrir des portes qui auraient dû rester fermées. Maintenant, non. Maintenant, tout ton système réagit autrement. Les invitations floues n'ont plus le même éclat.
Les messages qui disparaissent puis réapparaissent ne provoquent plus la même euphorie. Les petits jeux émotionnels te donnent davantage de lassitude que d'adrénaline. Et tu te demandes, est-ce que j'ai perdu mon charme? Est-ce que je deviens vieux de l'intérieur? Peut-être que tu n'as rien perdu du tout. Peut-être que tu as seulement perdu la volonté de te blesser encore. Il existe une différence immense entre un cœur apathique et un cœur en paix. Le cœur apathique est anesthésié. Il a peur de ressentir. Il se ferme à tout. Il se protège de toute possibilité. Le cœur en paix, non. Il ressent mais il choisit. Il perçoit mais il réfléchit. Il ne se jette plus dans n'importe quel incendie. Il préfère la flamme qui réchauffe à celle qui brûle jusqu'à devenir cendre. C'est ce que beaucoup appellent, de l'extérieur, un amour moins passionné. Mais de l'intérieur, ça porte un autre nom, un amour plus mûr. Tu ne recherches plus quelqu'un qui bouleverse tout chez toi. Tu veux quelqu'un qui marche à tes côtés sans t'arracher à toi-même. Tu ne veux plus d'une histoire qui t'oblige à t'oublier pour exister. Tu veux une présence auprès de laquelle tu puisses devenir encore plus toi-même. Peut-être que, si tu es honnête avec toi-même, tu réalises que tu préfères 1000 fois une conversation profonde un jour ordinaire, plutôt qu'une dispute dramatique suivie d'une réconciliation explosive. Peut-être que tu préfères un simple « tu es bien rentré », sincère, à des déclarations flamboyantes qui ne résistent jamais au réel. Et oui, cela rend l'amour moins cinématographique, moins de scènes d'aéroport, moins de pleurs au milieu de la rue, mais cela le rend aussi plus habitable, plus calme, plus durable. Si jusqu'ici tout cela résonne en toi, si, d'une manière ou d'une autre, tu sens que tu passes toi aussi par cette transition vers un amour différent, abonne-toi à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Active les notifications, parce que cette vidéo n'est qu'un fragment d'une conversation bien plus vaste sur la maturité émotionnelle, Jung, l'ombre, la projection, l'individuation et les relations conscientes. Ici, on ne romantise pas la souffrance. On essaie de comprendre pourquoi on souffre et comment transformer cette souffrance en lucidité. Dans la prochaine partie, nous allons avancer encore. Nous allons parler de la différence entre chercher quelqu'un pour te compléter et choisir quelqu'un pour marcher avec toi, sachant que tu es déjà complet. Nous allons parler du passage de l'amour-fuite à l'amour extension naturelle de qui tu es devenu, et de pourquoi, précisément lorsque tu n'as plus besoin d'un couple pour te sentir vivant, c'est là que tu deviens, paradoxalement, plus près que jamais à aimer vraiment. Jusqu'ici, nous avons parlé d'un mouvement silencieux qui commence en toi, de la manière dont le cœur, après tant de tempêtes, finit par préférer une lumière constante plutôt que l'éclair et le tonnerre. Maintenant, j'aimerais condenser la prochaine étape de ce chemin en un seul bloc, pour que tu puisses respirer cette idée d'un trait et en ressortir avec une vision claire de là où tu es et de là où tu peux aller dans l'amour. Pendant longtemps, aimer signifiait chercher quelqu'un pour te compléter. Tu as grandi en entendant parler de l'autre moitié, l'âme sœur, le grand amour. Et d'une certaine manière, tu as fini par croire qu'être seul te rendait moins. Alors, quand quelqu'un arrivait avec le bon mélange d'attention, de tendresse et d'intensité, tu t'accrochais, pas seulement à la personne, mais à l'idée d'être enfin complet. Jung appellerait cela un amour guidé par le manque, l'amour qui naît du vide, de la partie de toi qui n'a pas encore été intégrée. Tu ne voulais pas seulement l'autre, tu voulais la partie de toi que tu pensais qu'il portait, avec le temps, avec la douleur, les déceptions et quelques fins du monde personnel. Tu as commencé un autre type de mouvement. Au lieu de courir derrière quelqu'un qui serait tout ce que tu n'es pas, tu as commencé à te demander « Qui suis-je quand je ne suis amoureux de personne? Qui suis-je quand personne ne me regarde, ne me valide, ne me choisit ?» Et peu à peu, tu as découvert qu'il y avait là une vie entière, une vie qui n'avait rien à voir avec les messages, les notifications ou les promesses. C'est le début de la complétude intérieure. Quand tu arrêtes d'utiliser l'amour pour fuir ta propre solitude, et que tu commences à te trouver au cœur de celle-ci. Au début, c'est étrange. Ce silence qui te terrorisait change de forme. Tu découvres que tu peux passer un samedi soir avec toi-même, que tu peux manger seul sans avoir honte, que tu peux rentrer dans une maison vide sans paniquer.
Très lentement, ce qui autrefois ressemblait à un vide devient un espace pour respirer, réfléchir, ressentir, créer. Et c'est précisément là qu'un tout nouveau type d'amour devient possible. Tu ne veux plus quelqu'un pour te sauver, ni quelqu'un pour te distraire de toi-même. Tu veux quelqu'un avec qui la vie devient plus vaste, et non simplement plus supportable. Avant, tu cherchais quelqu'un qui apaise ton chaos. Aujourd'hui, tu n'ouvres la porte qu'à ceux qui ne détruisent pas ta paix. C'est un filtre différent. Ce n'est plus « cette personne me coupe le souffle, alors ça doit être de l'amour ». C'est plutôt « auprès de cette personne, je respire mieux ». Cela rend l'amour plus rare, oui. Non pas rare en quantité, mais en profondeur. Tu ne t'attaches plus à ceux qui remplissent juste ton temps. Tu n'ouvres ton cœur qu'à ceux qui élargissent ton âme. Aux yeux de ceux qui vivent encore dans la logique de la passion-désespoir, tout cela peut ressembler à de la froideur. Mais au fond, tu le sais. Ce n'est pas que tu as besoin de moins d'amour, c'est que tu as accepté d'arrêter de vivre avec des miettes. Jung dirait que plus tu intègres tes parties intérieures, moins tu as besoin de chercher dehors ce que tu trouves enfin en toi. L'animus et l'anima cessent d'être des fantômes projetés sur des inconnus. Ils deviennent des qualités vivantes dans ton propre cœur. Tu n'as plus besoin que quelqu'un représente ton courage. Tu y as accès. Tu n'as plus besoin que quelqu'un soit ton refuge exclusif. Tu apprends à t'accueillir toi-même. Tu n'attends plus d'un autre qu'il te sauve. Tu comprends que tu n'étais pas perdu. Et quand cela arrive, l'amour cesse d'être une chute pour devenir un choix. Il y a une différence immense entre tomber amoureux et choisir de rester. Tomber, c'est automatique. Tu perds ton axe, tes limites, ton centre. C'est de la chimie, de l'impulsion, une forme d'addiction. Choisir de rester est tout autre chose. C'est regarder l'autre avec lucidité, voir sa lumière et son ombre, ses forces et ses maladresses, et malgré cela dire « Je choisis de marcher avec toi, tel que je suis, tel que tu es. Ce n'est plus « Je ne sais pas vivre sans toi ». C'est « Je sais très bien vivre sans toi. Mais je choisis de vivre avec toi tant que c'est vrai pour nous deux. » Cet amour ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de drame, ni d'explosion. Il est plus calme, plus stable, plus silencieux. Et précisément pour cela, on peut facilement le prendre pour un manque de sentiment. Mais écoute bien, l'amour qui reste n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de prouver son intensité. Il se révèle dans la constance, pas dans les feux d'artifice. C'est l'amour présent le mardi ordinaire. Dans le « envoie-moi un message quand tu arrives ». Dans le « je sens que quelque chose ne va pas, tu veux en parler ?» Dans le « je respecte ton rythme, mais je ne me trahirai pas pour te faire plaisir ». C'est l'amour qui naît après l'éveil. Quand tu as vu trop de choses pour confondre encore l'intensité avec la vérité, peut-être que tu es exactement à cet endroit, où presque personne ne t'arrache le souffle, mais où quelques présences rares t'offrent un véritable sol, où tu ne vis plus de soupirs, mais où tu apprécies profondément ceux qui savent rester, où tu ne ressens plus cette urgence adolescente, mais où tu sens une envie adulte de construire quelque chose de réel, si cela a du sens, si tout cela résonne en toi en ce moment. Je voudrais te demander 3 gestes simples, mais avec intention. D'abord, si ce contenu t'a aidé à te regarder avec plus de douceur, laisse un like, pas comme un simple clic automatique, mais comme un petit rituel intérieur, comme si tu disais en silence « Je mérite des relations qui ne m'effacent pas ». Ensuite, si à un moment tu t'es dit « On dirait que ce texte a été écrit pour moi », écris dans les commentaires ce qui t'a touché. Une phrase, un souvenir, une prise de conscience. Mettre des mots sur ce que tu ressens t'organise de l'intérieur. Et en plus, tu deviens un miroir pour quelqu'un qui n'arrive pas encore à nommer ce qu'il traverse. 3e geste. Pense à quelqu'un qui aime trop, donne trop, se perd trop dans l'autre. Quelqu'un qui croit qu'il n'aime plus parce que son cœur s'est fatigué de souffrir. Si cette vidéo t'a apporté du réconfort, envoie-la à cette personne, non pas comme reproche, mais comme étreinte silencieuse, comme pour dire « tu n'es pas brisé, tu n'es pas abîmé ».
Peut-être que tu es simplement en train de mûrir ta façon d'aimer. Et si tu veux continuer d'avancer dans ce type de réflexion, sur Jung, l'ombre, l'individuation, l'amour conscient et les relations qui ne t'obligent pas à t'abandonner, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, le but n'est pas de te convaincre de quoi que ce soit, mais de t'accompagner sur le chemin qui te ramène à toi-même. Au bout du compte, peut-être que la vraie question n'est plus « pourquoi je ne tombe plus amoureux comme avant ?» mais plutôt « qui suis-je en train de devenir ?» Quel type d'amour ce nouveau moi est prêt à vivre? Car l'amour après l'éveil n'est plus une chute, c'est une présence partagée, entre deux êtres qui n'ont pas besoin de se compléter, mais qui choisissent de se rencontrer. Si ce message a touché quelque chose en toi, respire profondément, accueille-toi un instant, et souviens-toi, avec douceur, tu n'es pas la fin des passions que tu as laissées derrière toi. Tu es le début de l'amour que tu peux encore choisir de vivre.